Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Ross qui est toujours puni après ses propos inacceptables, n'est-ce pas mon cher Polydomso? Tout à fait. Voilà, il a été happé finalement par la brigade. On se désolidarise totalement d'ailleurs. De ses propos et de la personne d'ailleurs. Oui, mais je la connais pas en fait. J'en ai Oui. jamais entendu parler. On ne connaît pas non plus, on s'excuse une fois de plus auprès du CSA, hein, bien évidemment. On a payé notre amende, donc voilà. Alors, poursuivons avec les actualités, finalement, de cette semaine, qui a été quand même assez soft, on va dire. On va commencer par l'UFC Saint-Pétersbourg. Peut-être notre cher Islam Makhachev, désolé pour la prononciation, hein, qui faisait son retour à l'UFC, qui est très connu en France, parce que surtout pour sa proximité avec Khabib, et puis le fait que c'est quand même un des espoirs de la catégorie lightweight, et qui revenait contre un adversaire méconnu, mais qui était dangereux, parce que pour ceux qui ont vu le combat, c'était assez disputé. Ouais, c'est cool qu'on puisse parler d'Islam Makhachev un peu plus en profondeur, parce qu'il est toujours plus ou moins dans l'ombre de son cousin. Je crois que c'est son cousin Khabib Nurmagomedov. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'était ça. Il me semble qu'ils ont un lien familial. Il est excellent comme combattant, très très bon. Oui. Je crois qu'il avait jamais été mis au sol avant. Exactement. Et ça n'a pas été déterminant de toute façon dans ce combat-là. Donc une énorme base en sambo, mais il sait tout bien faire en fait. Il sait bien. Après ce combat, c'était plus un combat de grappleur, hein, clairement. En fait, étonnamment, c'est étonnant parce que d'habitude c'est Islam Makhachev qui utilise qui a la main mise sur l'adversaire, ouais. Ouais, et qui emploie beaucoup en fait la lutte, les transitions à partir qui a un jeu de sambo quoi en fait assez développé vers le grappling. Et là, son adversaire qui est un lutteur, Armen Tsoukakian, mais qui aurait pu en fait ne pas vouloir aller au sol, mais il en a fait une espèce d'affaire de principe. Il voulait absolument mettre Islam Makhachev au sol. Il a tenté, je sais pas, 10 ou 11 takedowns, il en a mis un. Et c'est pas resté au sol longtemps. Islam Makhachev lui a fait 3 ou 4 fois le même trick, tu sais, de balayage extérieur. Exactement. Et c'était propre, hein, c'était magnifique. Hein. C'est là où on voit son ultra fluide. Son passé de sambo, quoi, parce que ça, c'est typiquement des projections. Tu vois, qui sont un peu plus, qu'on voit plus en judo ou en sambo en fait. Et donc c'était vraiment très classe. Armen, il a vraiment fait quelque chose de magnifique, je trouve, pour quelqu'un de 22 ans. Il tombe contre un mec, Islam Makhachev, honnêtement, c'est un top 10, voire même un peu plus qu'un top 10, quoi. On connaît pas vraiment le potentiel du mec parce que l'UFC l'a pas encore jeté, on va dire, au lion, c'est-à-dire ils l'ont. D'ailleurs, le combat qui était attendu, c'était normalement celui contre Kevin Lee. Et ceux qui étaient un peu déçus de voir cet adversaire-là, il en a quand même eu pour son argent, comme dirait. Ah ouais. Armen, il n'était pas venu pour rigoler, donc il faudra se souvenir du nom d'Armen Tsoukakian, parce que à 22 ans, faire une première performance comme ça à l'UFC, c'est vraiment exactement. Très intéressant. Je trouve, moi, si je peux faire une petite critique, qu'il manque encore un peu de maturité. Oui, parce que sa stratégie n'était pas la bonne, de vouloir absolument mettre au sol Islam Makhachev. Il s'est mis plusieurs fois dans des situations difficiles tout seul, alors que debout, honnêtement, il était même, je pense, un peu meilleur qu'Islam. Enfin, sur les échanges, il était plus efficace. Alors c'était très étonnant parce que il faisait des choses que seuls certains strikers, on va dire, de bon niveau font, par exemple doubler sur le jab, changer les niveaux et une bonne utilisation du jab. Donc ça prouve qu'il a une certaine maturité, qu'il comprend bien en fait le striking, mais en même temps, il a tenté au moins 10 fois le même takedown, il est tombé 3 fois sur la même projection. Donc c'est très étonnant. Et il a une espèce de, je pense qu'il a un QI de combat à géométrie variable. C'est-à-dire, après, je suis sévère, mais parce que justement, je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'Islam, il allait balayer Armen. D'accord. Je m'attendais à quand même que ce soit assez serré. Mais d'un autre côté, en fait, moi, dès le départ, en fait, je me disais au niveau du match-up, pour moi, c'est pour ça que je l'excuse un peu, ce très cher Armen, dans le sens où tu arrives à l'UFC, on te file Islam Makhachev, alors que toi, tu vois, t'as beau être un très bon grappleur, mais tu vois, c'est un peu comme si on faisait. Je n'ai pas d'exemple, là, mais tu vois, où de base, il partait outsider, il n'avait pas spécialement les armes pour pouvoir rivaliser. Il a fait un combat quand même, amenant Islam jusqu'à la décision, avec un combat qui était quand même disputé. Donc, enfin, je veux dire, sur le papier, pour lui, c'est
presque une petite victoire parce que les gens qui l'ont découvert là vont se dire, et comme tu l'as dit, hein, son prochain combat, nous, on va le regarder, on va se dire, ah ok, ça va être intéressant. Parce que là, Ouais. c'est pas un cadeau d'avoir Islam Makhachev comme ça Non, quand tu non, non, débarques. c'est sûr. Mais moi, en fait, justement, j'ai été agréablement surpris par le premier Ah round. oui, Je me dis, d'accord. ah, il est bon, en fait, il Ouais. vient pas pour rigoler. Et du coup, c'est pour ça que je suis sévère avec lui après, parce Ah que oui. je me dis, bah, en fait, il aurait pu faire Ouais, le upset, tu vois. tout à fait. Il avait les armes pour ça. C'est-à-dire, le problème des adversaires qui combattent Makhachev, c'est qu'ils peuvent pas faire face à la pression en lutte et à la pression en termes de, tu sais, d'énergie, tu vois. Islam, il va avancer sur toi constamment. Il va avoir bah, en fait, il combat un peu à la manière de Khabib, hein. Ils se ressemblent Ouais, beaucoup tout à fait. Hein. sur leur style. Et du coup, de voir que Armen avait les armes pour rester debout et que debout, il s'en sortait bien, bah, ça m'a un peu, tu vois, frustré de le voir tout le temps essayer d'aller au sol. Mais bon, je suis sûr qu'il sera meilleur dans son prochain combat. Ça, c'est clair. Exactement. Donc là, c'était quand même combat du feu. En tout cas, Islam Makhachev, ça fait plaisir parce que ça confirme, on ne le dira jamais assez, que cette catégorie lightweight est extrêmement dense. On va passer maintenant au main event hein, entre deux vieux briscards. Hein. Alistair Overeem, 39 piges, et Alexei Oleinik. Oleinik, 41 ans, donc le vieux briscard, plus les deux, ils avaient quoi, 90 combats eux deux, enfin non, Ouais, même beaucoup plus, puisque ouais. Alistair Overeem, entre le kickboxing, le MMA, enfin bref, impressionnant. Et Alistair Overeem qui s'impose, qui a combattu intelligemment, j'ai trouvé, qui s'impose donc premier round, opportuniste, en clinch, de genoux pour mettre knockdown, et puis ensuite finition, ground and pound, tranquille. Hein. Donc on attendait la victoire d'Overeem, qui a réussi à laisser passer la tempête Ouais, Oleinik. si, quand même. Et mais puis qui repart, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive avec un nom, hein, on peut dire un Ouais. nom, ou en tout cas un contender de la catégorie. Bon, après, c'est vrai que c'était pas le combat qu'on attendait. Ouais, Originalement, le combat qui était prévu, c'était Overeem contre Volkov, qui était ça un aurait combat été quand même, hyper intéressant un là. peu Ouais. plus intéressant, ouais, je pense. Oleinik, c'est pas mal parce encore une fois, c'est des profils on n'a pas trop l'occasion d'en parler parce que c'est des gens qui sont toujours plus ou moins dans le top, mais Mhm. qui sont jamais dans les 3 ou 4 premiers, et qui ont jamais d'opportunité d'être mis en avant. Et Oleinik, il a un peu un profil atypique parce que c'est un mec, ouais, tu dis, il a plus de 20 ans d'expérience, il a au moins 60 combats, enfin peut-être 57 ou 58, je sais Ouais, plus, oui, pas les facile. chiffres en tête. Et surtout, il a 14 victoires par Ezekiel Choke, ce qui est genre juste Bah, c'est le impossible. record, c'est le Ouais. record. Le premier à l'avoir fait à l'UFC. Il en a fait 2, je crois, à l'UFC. Alors, Ouais, pour ceux qui ne exactement. savent pas, le Ezekiel Choke, c'est le truc où tu vas prendre la nuque de l'adversaire. Il est en face de toi, hein, comme ça, il est en face de toi, et tu vas passer ton bras avant pour essayer de serrer de faire un Ouais, étranglement. tout à Mais fait. c'est une position qui est, en fait, c'est une soumission que seuls les débutants ou les experts font parce que tu fais ça au début parce que les mecs en face ils savent pas trop se défendre, mais après généralement tes entraîneurs en grappling vont dire bah laisse tomber ce truc là, ça sert à rien, c'est un machin de Bah, débutant. ça passe contre Junior Alibi, mais pas contre Alistair Overeem. Ouais, voilà. Mais Parce même, qu'il tu a, vois, il a tenté contre Overeem. Hein. Il l'a ouais, tenté. plusieurs fois, ouais, plusieurs fois. Mais en fait, c'est pour dire que Alexei Oleinik, c'est un mec assez intéressant parce que il en a plein des soumissions comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il fait des soumissions par neck crank, par scarf hold, Tout enfin à fait. des trucs vraiment spéciaux. Il y a que lui qui fait ça, donc il a vraiment un profil très atypique. Et c'est Ouais, sa façon de et combattre. spécialisé, extrêmement Ouais. spécialisé. Oui, mais même dans sa personne d'ailleurs, c'est peut-être une des personnalités les plus incongrues hein, de Ouais, l'UFC. c'est ça, ouais, c'est ça. Et il a une façon un peu étrange de combattre, et même debout finalement, alors qu'il est Ouais, quand même assez, on peut le dire, hein, maladroit et un peu pâteau dans sa façon de combattre. exactement, Bah, tout à il a fait. une espèce de faux rythme où il arrivait quand même à toucher, il arrive à toucher Overeem, qui est pourtant Overeem, peut-être un des meilleurs strikers Ouais, de l'UFC, tu vois. Donc très étonnant, très courageux d'avoir pris le combat tout à fait. Ouais. en court délai. Bah, Bon, surtout qu'il a beaucoup plus touché Overeem qu'Overeem ne l'a touché. Après, bon, c'était des frappes, bien évidemment, comme tu as dit, qui étaient peu précises. bah Mais après, bon. le truc, c'est que bon, après, en termes de game plan, j'ai pas compris, moi, ce qu'il cherchait à faire, en fait, ce qu'il cherchait à faire. Et je pense qu'il se disait, il faut à tout prix que je resserre la distance, sauf que le problème c'est qu'Overeem, c'est peut-être le mec qui a les genoux dans le clinch les plus meurtriers, et il y a peut-être 3 ou 4 fois où il s'est pris le même genou à la suite. Tout à fait. Et Donc, ses tentatives de takedown n'ont pas non plus fonctionné. Après, d'un autre côté, Overeem, au début du combat, m'a un peu inquiété parce que j'ai retrouvé un petit peu, tu vois, cet Overeem suffisant, dans le sens où il sait qu'il a 15 km d'avance en striking par rapport à l'adversaire. Et il y a un moment, quand il s'est fait coincer contre la cage, j'ai fait oh non, oh non.
Oh non, ça va nous refaire comme avec ce bon vieux, comment s'appelle le mec de Ronda Rousey? Merde, Brown. Ouais, voilà. Et je me suis dit non. Oh non. Mais finalement, il a réussi Ouais, à maîtriser, s'imposer tranquille. c'était un match-up qui était quand même vraiment Oui, favorable pour ce cher Overeem, qui, bon, bah, comme tous les vétérans heavyweight, a un troisième ou quatrième souffle là qui revient. exactement. On attend de voir. Overeem, c'est peut-être un des mecs, honnêtement, les plus complets et les plus dangereux en heavyweight. En poids lourd, vraiment, il peut presque tout faire, quoi. Peut-être il a peut-être pas un super jeu de lutte Ouais. agressif, mais le mettre au sol, c'est compliqué. Il a des soumissions aussi, même s'il n'en a pas fait depuis longtemps à l'UFC. C'est un mec qui par exemple, il a une très bonne guillotine. Et il a vraiment un striking qui est très très dangereux, très aléatoire aussi, enfin imprévisible. Donc c'est quelqu'un qu'il faut pas l'enterrer, même encore aujourd'hui, même à ce stade de sa carrière où il est fragile et il est plus aussi impressionnant qu'avant. Ben, dans une catégorie comme la catégorie heavyweight, il faut pas l'enterrer le Overeem, quoi. Exactement, Alistair Overeem. Overeem, tu aimerais bien le voir contre qui? Parce que c'est toujours la même chose avec Overeem là, qui restait jusqu'à ces 2 victoires là, sur 2 défaites, donc contre, par finition d'ailleurs, contre Francis, puis contre Curtis Bates, qui sont 2 top contenders. C'est un peu compliqué, on en parle à chaque fois de cette catégorie. J'aimerais revanche contre Miocic, ce serait intéressant, je pense. Ouais, mais il y a d'autres matchs, hein. Moi, par exemple, Volkov, bon, il Oui, faut ah oui, c'est vrai, sorte ouais, tout à fait. de ses petits ennuis là avec l'USADA, je crois. Et Non, non, c'était une blessure. c'est une blessure. Ah, je croyais qu'il avait été. Bon, bah, my bad. Toutes mes excuses à Volkov. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup Volkov, hein, mais il me semblait avoir lu ça quelque part. Je devrais checker mes sources avant de parler. Et non, il y a Volkov, il y a aussi, pourquoi pas, Derrick Lewis. Il y a des match-up qui peuvent être intéressants pour Overeem. Donc, à voir, quoi. Affaire à suivre en tout cas dans cette catégorie heavyweight. Maintenant, on va parler de la boxe, mon cher Polydomso, parce que semaine boxe, la soeur, on est très très chaud là, après l'interview de ce cher Duopa avec les superbes questions préparées aux petits oignons par monsieur Polydomso. Donc le choc, Anthony Joshua, Jarrell Miller, qui est avorté finalement, parce que Jarrell Miller a popé pour absolument toutes les substances possibles et imaginables, dont EPO bien évidemment. Donc voilà, donc ces 3 contrôles antidopage ont été positifs. Qui est en plus le pire dans cette histoire-là, c'est qu'il est récidiviste, le petit Jarrell Miller, et là qui passe à côté donc du plus gros salaire de sa carrière, qui allait être à 4,25 millions, plus d'un deal avec DAZN qui était pour 2 combats à minimum 1,25 millions. Donc il a fait une petite vidéo pour s'excuser sur Twitter, I messed up, mais ça ne suffit pas, bien évidemment. Ouais, bah, après, bon, bah, je cherche pas à faire l'avocat du diable du tout, mais c'est lui qui tombe ce coup-ci. Le coup prochain, ce sera quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un peu la boxe et la boxe, et surtout au niveau des poids lourds, je pense que ça, c'est un peu omniprésent le Ouais. dopage dans ces trucs-là, sans vouloir rentrer dans la rengaine, genre tout le monde se drogue. Donc faire une... Ouais, tout à fait. Et, mais c'est quand même, on parle quand même de mecs, par exemple, Jarrell Miller, il fait 300 pounds, donc quasiment 140 kilos, et il doit traîner ses 140 kilos sur 12 rounds pendant 3 minutes. C'est pas humain de faire ça, en fait. C'est juste, tu peux pas tenir ce rythme-là. Et Et donc, surtout que les suspensions sont pas énormes parce que on le dira jamais assez, mais par exemple Canelo qui lui s'était fait choper pour de la viande contaminée, bien entendu. Avoir seulement 6 mois de suspension, c'est pas ce qui fait qu'un sportif va arrêter ou qu'on va durablement changer de mentalité à l'UFC avec l'USADA. Par exemple, TJ Dillashaw se prend 2 ans, là les gens commencent à se dire ok, on va peut-être changer. Là, c'est 6 mois et une petite amende, bon, il va non, s'en mais remettre. je pense que la boxe a plus d'ancienneté que l'UFC, et en fait, ils ont fait le choix du spectacle. Et c'est un sport qui est tellement exigeant en termes d'entraînement, en termes encore une fois, là, on a l'impression que je fais un plaidoyer pour la drogue. C'est pas du tout ça, mais je me mets à la place des promoteurs. Pourquoi ils sanctionnent pas, pourquoi ils mettent pas, par exemple, là, il y a Ruslan Magomedov qui s'est fait interdire à vie de combattre en MMA parce qu'il s'était fait choper à la troisième fois. Ça n'arrivera jamais en boxe, ce genre de condamnation. Et parce qu'en fait, c'est un sport qui est tellement exigeant que si tu es trop sévère sur le dopage, tu vas avoir beaucoup moins de combats, beaucoup moins de Tout à fait. combattants, et le show va être moindre, et donc du coup, les audiences vont se casser la gueule et tout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cynisme en fait dans cette façon de traiter le problème.
Jarrell Miller, il sera pas, on va le revoir. Genre, ça va pas mettre fin à sa carrière. Bon, il est passé à côté d'un énorme payday. Hein. Ouais, du Red Panty Night, comme dirait Conor Mais ça McGregor. n'empêche pas aux combattants de revenir. On se souvient de Povetkin, par exemple, qui lui avait popé avant son combat contre Wilder, et finalement, 2 ou 3 ans après, il a eu le combat contre Anthony Joshua. Ouais. Ou Louis Ortiz. Louis Oui, Ortiz qui avait popé en décembre et qui combattait en mars, quoi. Donc c'est beaucoup plus cool, on va dire, à ce niveau-là en boxe. Et pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont trop importants pour qu'une quelconque éthique sportive vienne troubler la fête, quoi. Donc voilà. Eh oui, c'est le jeu. Et puis aussi, aujourd'hui, il y avait, les fans, la sueur, savent très bien, enfin les fans sur Facebook, nos auditeurs savent qu'on aime particulièrement le Rising. Il y avait le Rising 15 qui est pour nous la meilleure organisation, mine de rien, asiatique. C'est juste qu'il y a beaucoup moins d'événements que le ONE FC, même si le ONE FC monte en gamme et ça nous fait plaisir parce que ça fait toujours plus de spectacles, plus de combats intéressants. En tout cas, là, donc Rising 15 avec Kyoji Horiguchi et Tenshin Nasukawa, qui est connu désormais du grand public pour s'être fait tout simplement rouler dessus par Mayweather, mais qui est extrêmement talentueux, on ne le répétera jamais assez. Et puis il y avait King Mo, quand même, qui est assez connu pour les fans du Bellator et puis avant du Strike Force. Ouais, il y avait aussi Manny Pacquiao, ça m'a fait de le voir, qui avait l'air d'un peu s'ennuyer quand même. Il a qui s'est rond, et puis oui d'ailleurs, Manny Pacquiao qui était là non pas pour combattre, mais parce qu'il avait choisi un combattant. Attention. Pour combattre Tenshin. Ouais, moi quand j'avais vu cette histoire là de Manny Pacquiao, je me suis dit, oh mon Dieu, qui est-ce qui va se faire tuer par Pacquiao en boxe anglaise? Mais non, en fait, c'est juste, il a signé un deal pour être ambassadeur du Rising aux Philippines, et donc voilà. Donc il était présent avec son protégé qui a rencontré Tenshin Nasukawa. Vaillant mais limité. Ouais, voilà, c'est pas le même niveau, quoi. C'est clair. Il était dur au mal. Il a tenu jusqu'au 3e round. Mais il n'avait pas grand-chose sur Tenshin Nasukawa. Tenshin Nasukawa, pour le battre, il faut vraiment lui mettre la pression. Enfin, en kickboxing, j'entends les deux personnes qui l'ont vraiment qui l'ont poussé dans ses retranchements en kickboxing, c'est deux tailles, c'est Swakim et Rodtang, et c'est tous les deux. Ils sont tous les deux. Sont quand même des. Et voilà, c'est ça. Ouais. Ils sont excellents, hein, c'est des champions. Je crois que Swakim, c'est un ancien du Lumpini, et Rodtang, il est classé au Raja, donc c'est des mecs qui sont ultra pointus et qui ont tous les deux un jeu de pression alors différent. C'est-à-dire Swakim, c'est quelqu'un qui est technique, il feinte, il va te pousser comme ça avec de la technique contre les cordes, et ensuite il va s'exprimer. Rodtang, c'est un bulldozer, quoi. Il rentre dans tes coups, il en a rien à foutre, il vient te mettre une tannée, il vient prendre des coups et échanger, c'est l'homme de fer, quoi. Mais du coup là, le Fritz Biangtan, le protégé du coup de Pacquiao qui a combattu Tenshin, il est resté à distance et il s'est fait allumer, quoi. Et voilà, enfin, ça permet de voir le degré de technicité de Tenshin en kickboxing qui c'est impressionnant de voir ça. Il y a quelques trucs qu'il fait tout le temps et qui marchent à chaque fois. Son contre du bras arrière, un peu à la Conor McGregor, où il esquive et il revient, ça qu'il a maîtrisé, et il a dû le placer 4 ou 5 fois contre son adversaire là, et c'était cool de voir ça. Donc bien pour Tenshin qui arrive à 30 victoires, 0 défaites en kickboxing. Maintenant, j'aimerais bien que le Rising essaye de trouver des meilleurs kickboxers pour l'affronter, parce qu'à chaque fois. Takeru. Takeru, ouais. Alors le problème, c'est que Takeru est en. Oui. Il est sous contrat avec le K1, et le K1 n'est pas super friendly, tu vois, avec le Rising. Enfin, il y a peu de chances qu'on voit une. Alors c'est con parce que c'est vraiment le combat qui fait sens dans cette catégorie en kickboxing, mais à mon avis. On le verra pas tout de suite, ce combat, quoi. On le verra pas. Oui, non, mais entièrement d'accord. Surtout que, pour le coup, à partir du moment où il y aura ce combat, on rappelle, les deux ont, je crois, quasiment le même âge, 20 ans chacun. Donc le jour où il y a ce combat-là, celui qui perd, ça sera extrêmement compliqué de revenir ou de rester une superstar, parce que là, il n'y a pas ce côté comme quand ils avaient fait Kyoji Horiguchi contre Tenshin Nasukawa en kickboxing, où sur le papier, t'en as un qui est moins fort. Là, c'est vraiment choc des titans en mode Manny Pacquiao, Floyd Mayweather. Donc, celui qui perd énormément pour sa carrière. Donc, c'est clair. Si ça arrive, ce sera dans peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Enfin, quand les gars ont déjà quand même accompli suffisamment. Alors, le problème, c'est que moi, ce qui me ferait peur, c'est que. Parce que moi, je vois bien Tenshin, je pense qu'il va être. Bien qu'il est quand même, il combat des mecs bons au Crush. C'est au Crush qui. Oh non, c'est au Rise. Rise, non Rising. Il combat des mecs vraiment bons. D'ailleurs, il va recombattre Swakim dans son prochain combat, donc ça va être très intéressant comme combat. Mais je pense qu'il sera toujours plus ou moins protégé dans sa carrière.
qu'il aura pas trop de, tu vois, par exemple, le Rising, ils lui font pas affronter des mecs excellents en kickboxing. Floyd Mayweather. Ouais. À part ça, mais d'ailleurs, tu vois bien qu'ils s'en servent à fond Oui, dans la narration, tu vois, là, dans les pubs, ils ont fait, il revient de sa défaite et tout. C'est un truc narratif pour les Japonais. Et comme c'était ouais, en boxe anglaise, ça compte pas réellement, finalement. Moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est Takeru, parce que Takeru, il a un style, exactement. Ouais. il va au charbon, quoi. Donc, je sais pas combien d'années il va pouvoir maintenir Et il ce combat style-là. beaucoup aussi, hein, mine de Ouais, il rien, combat beaucoup, ouais. Oh bon, affaire à suivre. Et puis Kyoji Horiguchi qui a enchaîné, je crois, 12e victoire consécutive, qui est vraiment aujourd'hui l'un des meilleurs, hein, au monde, tout simplement, on va pas se mentir. Et c'est vrai dans la catégorie flyweight. Donc c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une revanche contre Dimitri Johnson, parce que là, finalement, Nguyen, on en a parlé hors podcast, qui était quand même quelqu'un de très solide et Mm. qui s'est fait finir par KO indiscutable. Ouais, Finalement, ouais, c'est intéressant parce que Nguyen, c'est donc un vétéran de l'UFC. C'est un mec qui est efficace et qui a un bon jeu d'agression, quoi. C'est quelqu'un qui agresse beaucoup, qui a beaucoup de cardio, qui mise ouais. beaucoup là-dessus sur submerger son adversaire. Et ça pouvait être intéressant de voir ce que ça allait donner contre Kyoji Horiguchi, qui est très à l'aise quand on lui laisse la distance. Tout à fait. Il a ce jeu de karaté, en fait, où il prend peut-être 2 pas de distance par rapport à son adversaire. Ouais. Il va rebondir d'avant en arrière, puis il va exploser sur une combinaison, puis il va reprendre ses distances. Donc c'était intéressant de voir ce qu'il pouvait faire face à Nguyen, qui allait pas le lâcher. Mais ouais, il y a des niveaux dans le sport, quoi. Finalement, c'est triste, mais il a fallu, je crois, 2-3 échanges pour que Kyoji Horiguchi trouve les failles Exactement. dans la défense d'Nguyen. Et il a fait un truc que moi j'adore, c'est parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu prends beaucoup de gens qui viennent du karaté et qui font leur transition en MMA, ils ont toujours ce problème, du karaté à la touche, hein, je précise, hein, c'est-à-dire karaté Shotokan, enfin tous les styles où tu as un style de compétition où c'est à la touche, et donc tu as une garde, on va dire, assez large, et tu mises beaucoup plus sur la vitesse, en opposition avec les karatés au KO, comme le karaté Kyokushin ou le karaté Shidokan, c'est une autre forme de compétition, donc ça développe d'autres qualités, en fait, chez le combattant. Mais chez les mecs qui viennent du karaté, donc Shotokan et tous les karatés à la touche, style Machida, du coup Kyoji Horiguchi ou Ryan Jimo, par exemple, la plupart du temps, ils ont ce problème, c'est qu'ils explosent dans leur combinaison et ils arrêtent une fois qu'ils ont fait leur combinaison. Par exemple, Gunnar Nelson, il fait ça, c'est-à-dire il tape, il va rester en fait à distance de contre et il va se faire contrer à ce moment-là, tu vois, parce qu'ils n'ont pas ce jeu de boxe anglaise, tu vois, de protection. Ils ont une garde qui est Bon, assez tu sais que tu te fais sanctionner, oui, tout simplement. ouais, assez ouverte, en fait, parce que dans les karatés à la touche, quand tu touches, c'est terminé, tu vois. C'est la compétition qui développe ce style-là, en fait. C'est-à-dire, dans le karaté à la touche, tu touches, tu marques ton point, et ça arrête l'échange, tu vois. Tandis qu'en MMA, tu touches, l'autre, il va te taper aussi derrière. Exactement. Et la différence qu'a Kyoji Horiguchi par rapport à tous ces mecs-là, comme Machida ou Gunnar Nelson, c'est qu'il a intégré un jeu de boxe là-dedans. C'est-à-dire, il va faire son jab et son gyakutsuki, puis il va faire une esquive rotative, et il va revenir avec le crochet, en fait. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a fait 3-4 fois contre Ben Nguyen, et bam, il l'a sanctionné, il l'a mis KO, quoi. Enfin, et ça, franchement, c'est propre, et il devient vraiment difficile à tester, je pense. En flyweight et en bantamweight, Kyoji Oui, Horiguchi, c'est un sacré client, quoi. Donc, oui. c'est vrai que moi, j'attends que sa revanche contre Dimitri Johnson, hein. Franchement, Parce que lors de son dernier combat, il avait quand même battu Jaron Caldwell, qui est très très gros client, donc champion lui du Bellator en bantam. ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Champion bantam du Bellator, donc très gros client pour le coup, un des meilleurs mondiaux, lutteur d'exception. Et là, c'est vrai qu'hormis Dimitrius Johnson, ça va devenir un peu compliqué pour nous d'être excités quand il arrive, parce que tout simplement, il n'y a pas de concurrence à son niveau au Rising. Non, je vois pas. Là, ce qui semble dire, parce qu'à la fin de son combat là contre Ben, ce qui semblait proposer, c'était une espèce de cross promotion avec le Bellator. C'est qu'il allait peut-être Mhm. combattre au Bellator contre Caldwell pour lui Pour donner une- voilà. sa revanche, mais dans les règles du coup Bellator. Là, ce sera très intéressant parce que je pense que les règles Bellator, elles avantagent Et Caldwell. surtout avec la cage, pour le coup, Ouais, ouais, c'est ça, exactement. ouais, parce que Caldwell, il a un jeu de lutte et de grind
qu'il fonctionne beaucoup sur la cage. Et d'ailleurs, c'était un des trucs qui l'avait vraiment gêné contre Horiguchi, notamment au premier round où il avait tenté de faire sa soumission. Il avait été gêné par les cordes. Et le ring, c'était vraiment un truc qui le mettait pas en avant, qui le gênait plus qu'autre chose. Donc ça va être très intéressant de voir Kyoji Horiguchi au Bellator contre Caldwell. Ça va être un gros test. Je pense qu'il part pas favori Horiguchi dans ce combat-là. Mais une fois passé ce test-là, je vois personne ni au Bellator ni au Rising qui pose vraiment de difficultés pour Kyoji. Donc effectivement, affaire à suivre. Alors, ça va être super parce que vraiment aujourd'hui, maintenant c'est un des meilleurs au monde, donc. Et puis il s'entraîne dans une super team. American Top Team, les gars. Donc American Top Team, c'est Amanda Nunes, Junior Dos Santos, Dustin Poirier, Colby Covington, Tyron Woodley, Rory Masvidal. Non, pas Tyron Woodley. Woodley, c'est Rufus Sport. Mais c'était pas une succursale, il n'y avait pas quelque chose comme ça, il n'y avait pas un délire de succursale avec. Je sais. Parce que je sais que c'est Rufus Sport, mais il y avait quelque chose. Parce que, tu sais, à la base, il s'entraînait avec Colby Covington et il y avait un truc avec ATT. Ah, alors ça, je sais pas. Peut-être que c'est possible qu'avant, mais là, aujourd'hui, c'est. Oui, aujourd'hui, c'est Rufus Sport, clairement. Bien distinct. Comme ça. Enfin bref, meilleur gym du monde, hein. On peut lire où un des meilleurs, c'est clair. On va passer aux questions, mon cher Polydome Sow. Alors... Attends, juste un petit truc. Il y avait aussi le combat de King Mo. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, bah, King Mo, ils essaient de lui refiler la ceinture à chaque Rising. C'est un peu c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Le problème, c'est que King Mo, je pense qu'il est vraiment dans sa phase descendante. Là, il est sur une série de défaites qui est pas très cool. Il a perdu contre Bader, contre, je crois, Liam McGarry et là contre Jiri. Mais du coup, c'est pas mal parce que ça permet de mettre en avant Jiri Prosalka, qui a un très bon light heavyweight, qui a du style. J'aime bien sa façon de boxer. Il a une façon un peu, tu vois, il est souple, quoi. Il a du flow, tu vois. Et puis il prend des risques parce que il y a plusieurs moments où il s'est mis vraiment à distance de frappe contre King Mo. Et il s'est fait toucher, alors qu'il pouvait, parce qu'il est grand, il a de l'allonge, il peut en fait gérer le combat à distance, mais c'est un mec qui aime bien être à distance de boxe et il a les mains basses, il prend volontairement des risques et il met la pression, il reste tout le temps à distance d'échange pour forcer les échanges, pour fatiguer l'adversaire. Donc c'est un mec qui est assez fascinant à regarder combattre, je vous invite à le regarder. On s'emmerde jamais dans ses combats, il est stylé, pas assez connu, donc voilà. Regardez Jiri Prosalka du Rising. Bim. Allez, donc King, comme tu le disais, c'est vrai que là, à un moment donné, il faut peut-être dire stop. Alors, petite question, plusieurs questions, tiens, questions par mail, donc vous pouvez nous poser des questions. Contact, oui, un contre-jour depuis tout à l'heure, c'est assez insupportable. La régie travaille mal en plus, parce que d'habitude on a la régie qui peut nous aider, là c'est un petit peu compliqué. À la régie va nous aider. Régie, s'il vous plaît, lumière. Merci, voilà, formidable. La régie a fait son travail. Alors, vous pouvez nous poser des questions. Non, après ça va faire trop noir, régie, s'il vous plaît. Juste, voilà, exactement. Merci beaucoup. Donc, questions, vous pouvez nous poser des questions sur Instagram, @lasseur, et par mail, contact@lasseur.com. On va commencer par une question qu'on a reçue par mail de Maxime. Salut l'équipe! Tout d'abord, bravo pour votre travail. Ça fait plaisir de voir des gens compétents en France qui parlent du MMA. Merci beaucoup. Merci. Place aux questions. Ah, très bien. Très bonne question. Que pensez-vous de Grégor Gillespie qui commence à pousser? Ça fait plaisir. Ça fait partie du renouveau un peu de cette catégorie. Et qui là, lui pousse. Future looks bright, hein, pour parler anglais. Il est excellent, hein. Il est excellent, Grégor. Il est excellent. Il y a 3-4 podcasts, j'avais poussé une gueulante sur l'état en fait de la compétition en lightweight parce que justement, c'est une catégorie qui est tellement riche. Là, on a du coup Islam Makhachev, mais Grégor, pareil, c'est un mec qui mérite très très largement d'être d'avoir des combats pour être on va dire dans la contention, quoi, dans le concours jusqu'au titre, parce que c'est un mec qui est très étonnant, qui a son style, pareil, de pression et là de lutte plus à l'américaine, mais qui, pareil, est impressionnant et il n'a pas peur de prendre des coups. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est juste regarder ses combats. C'est quelqu'un qui impose son jeu à ses adversaires et
Bah ouais, il est fascinant et moi j'ai envie de voir parce que je suis vraiment curieux à chaque fois quand je vois des mecs qui viennent de ce monde de la lutte et qui ont une telle aisance en fait à maîtriser leur adversaire. J'ai envie de voir est-ce que ça peut marcher face aux meilleurs des meilleurs, tu vois. Parce que là le problème c'est qu'on le met Tout à contre des fait. gars qui sont bons mais qui sont pas encore au top top. Bien Et, sûr. moi je serais pour là je pense que c'est bon. Il a confirmé que c'était un bon prospect et tout. Je pense qu'il faut lui faire affronter maintenant. Faut le faire passer Mm. à la gamme supérieure pour voir s'il peut vraiment imposer ça. Et si tel est Mhm. le cas, s'il arrive à imposer son jeu contre des adversaires style Yaquinta, style Barbossa, style Ah, tout mais c'est quand même deux, trois qui étaient. Parce que c'était justement la question, la deuxième question de Maxime. C'était excellent lutteur, peut-il être un prochain contender? C'est compliqué, moi j'ai un peu peur en fait, j'ai un peu peur parce que c'est vrai qu'il gagne, mais ces combats, je trouve que c'est pas, tu vois, énormément dominant. À chaque fois, l'adversaire a quand même des occasions et j'ai peur que quand on passe au Barboza et à Quinta, aujourd'hui, on se dise, ok, tu sais, un peu que finalement quand l'UFC avec un peu Hernandez. trop poussé hier Rodriguez, ouais, ou Hernandez avec Cowboy, on soit là, d'accord, ouais, il fallait peut-être attendre 1 ou 2 ans. C'est pour ça que moi je dis faut le voir. Moi j'ai envie de le voir combattre ces mecs-là parce que comme ça on saura. Tu vois. Enfin non mais parce Oui, qu'on peut tout à fait. continuer on peut continuer de lui faire combattre des top 20 et il va les écraser. Quoi. Ce sera toujours comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, faut les jeter dans le bain. Tu vois. Enfin il Oh là là. faut voir ce qu'ils valent parce que. Mais de toute façon dans cette catégorie on n'a pas le choix parce que il y a tellement de mecs qui sont bons. Regarde tu vois genre Armen Soukarian. Bah, pareil, tu vois, là, après son combat contre Islam, j'ai pas envie de le voir combattre contre des mecs qui sont top 20 ou top 30, quoi. Oui, C'est bon, tu vois, pour moi, le mec, il est largement top 15, bah, il faut le mettre contre d'autres top 15, tu vois. Genre, de toute façon, dans cette catégorie, on peut se permettre d'être ouais, tu trop peux faire dur avec Armen une personne, Alexandre contre Hernandez. par exemple, tu vois, et Ouais. bah, tu peux faire Grégor contre Donald Cerrone, tu vois, par exemple. Tu vois, genre, Oh non, 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 tu, oh le tu- mauvais. tu- tu vois, en fait, ce genre de match-up, ces match-up-là, tu pourrais pas les faire en light heavyweight ou en heavyweight parce que tu tues ta catégorie parce qu'il y a personne. Exactement. Mais là, en lightweight, il y a tellement de mecs qui sont excellents bah, que tu peux te permettre de faire ça parce que bon, bah, tu vas peut-être perdre 2 ou 3 prospects, mais peut-être il y en a un qui va réussir à passer le test bien. Et là, Il ne là, peut en rester qu'un. ben voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a tellement de mecs bons, de toute façon, tu peux pas. Faut faire du darwinisme, là, du darwinisme avec les mecs en lightweight. Deuxième question de Maxime. Avez-vous prévu de faire un podcast dédié à la légende Quinton Rampage Jackson? On doit déjà faire celui sur Crocop. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son Et temps, mais ça arrivera. moi j'ai posé une option en interne. Alors j'ai milité pour mon dossier, mais c'est en négociation du coup avec mon patron et avec et avec la direction. C'est après Mirko Crocop, moi j'aurais bien aimé faire un petit truc sur Kevin Randleman. Donc peut-être Oui, oui, exactement. Jackson, peut-être dans un troisième temps, mais mais donc voilà, Exactement. quoi. 2024-2025. Ça arrive, ça arrive. Et ensuite, nous avons Fiction Combat. Alors là, ce genre de questions que nous adorons, mon cher Polydomso. Entre les deux GOAT actuels, Habib versus Jones, au même poids, qui gagne? Aïe, 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 aïe. Tu sais, c'est un peu les trucs genre Sangoku contre Superman. D'ailleurs, c'est Sangoku qui gagne. Genre, mais, non, mais ouais, mais c'est un peu ça. En plus, moi, personnellement, le truc du au même poids, enfin, honnêtement, ça n'a aucun sens pour moi, cette question. Je le dis avec tout le respect à l'auditeur qui a posé la question, évidemment, mais on peut pas savoir parce qu'en fait, à chaque catégorie de poids, sa façon de combattre. Tu vas pas combattre de la même manière. Tu peux pas combattre comme Khabib quand tu fais 90 kilos, c'est impossible. Tu vas t'épuiser et tu vas pas tenir les 5 rounds, laisse tomber, tu vois. Enfin, Après, on peut s'imaginer qu'il y a enfin, tu vois, pas exactement comme Habib, mais moi je me dis, tu vois, Daniel Cormier et son coéquipier, il y a aussi cette espèce de style propre à Ike. On peut dire que ce serait une espèce de version Daniel Cormier un ouais, petit peu plus mobile. et Donc on peut avoir. un peu plus axé sur la lutte parce que c'est Exactement. mais tu Tout à vois fait. exemple typique parce que Daniel Cormier c'est un excellent lutteur, peut-être même meilleur lutteur que Khabib, on va dire toutes choses étant égales par ailleurs. Et d'ailleurs c'est Daniel Cormier qui a beaucoup aidé Tout à Khabib fait. à évoluer son game hein. D'ailleurs il y a des interviews de Khabib qui le dit, enfin, Ouais. et même on voit son style à Khabib qui une fois qu'il Il y a allait eu un avant-après. Tout à ouais, fait. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, Daniel Cormier, c'est un génie au niveau de la boxe et toutes ces transitions à partir du high crotch grab, c'est un truc que tu trouves dans tous les combats, chez tous les combattants d'AKA. Et je pense en fait, c'est vraiment Daniel Cormier qui a apporté ça à cette team, tu vois. Donc,
même Daniel Cormier, qui est un crack de la lutte, il fait pas ce que fait Khabib en light heavyweight. Il peut pas faire un jeu de chain wrestling, tu vois, enfin de lutte en enchaînement à un tel, enfin, tu sais, à ce poids-là et tout. Je pense que c'est moins payant comme stratégie parce que tu vas te fatiguer, parce que les choses peuvent tourner court très rapidement dans les poids qui sont un peu plus lourds sur quelques coups. Donc je sais pas, enfin cette question, tu vois, j'aurais du mal à y répondre, tu vois, parce que Physiquement, c'est pas possible. Enfin, oui, il y a des limites physiques qui font qu'on ne combat pas pareil en heavyweight qu'en lightweight. Si tu me demandes dans l'absolu, si on crée une espèce de lutteur à la Khabib dans les poids lourds légers, j'en ai jamais vu, mais on peut toujours imaginer. C'est vrai que John Jones, il a quand même cette capacité tu vois, de circonvenir les forces d'un adversaire, tu vois, qui est quand même assez impressionnante. Et je pense que en termes de footwork et de jeu sur maintenir sa distance, puis casser la distance pour aller en clinch, puis remaintenir sa distance, ce serait un énorme avantage contre quelqu'un comme Khabib, en fait. Je dis pas surtout. que ça assure la victoire d'un mec qui aurait le style de Jones ou tu vois, enfin, mais c'est généralement ce que cherchent à faire les adversaires ce que devraient chercher à faire les adversaires de Khabib, c'est d'avoir un peu ce style-là, tu vois. Donc, ouais, tout à fait. Surtout que pour moi, enfin, c'est ce que tu disais, ouais, le style de Jones est plus facilement transposable aux catégories inférieures que le style de Khabib n'est transposable aux catégories supérieures. Voilà, parce que John Jones, c'est ce côté extrêmement, on dit à chaque fois, hein, extrêmement complet, le fait de faire déjouer son adversaire et d'imposer son rythme finalement. Et ben voilà, mon cher Poidoms. Ah oui, précision, toi qui allais, oui, c'est à toi que je parle, toi qui allais commenter pour dire non mais c'est n'importe quoi, Polydomso dit Daniel Cormier est un génie de la boxe. Ce n'est pas génie de la boxe que Polydomso voulait dire, mais génie de la lutte. Ah oui, de la lutte. Donc ne mets pas ce mauvais commentaire. Voilà, c'était un lapsus simplement. Ouais. Voilà, je préfère prévenir, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Quoi, vous dites de la merde, les mecs de la sœur. Alors, question d'Antoine. Ngannou versus Lesnar. Ah. Bah déjà, là, c'est un peu mieux pour comparer. Oui, mais surtout que ça a été un petit peu en discussion. Salut les gars, je voulais savoir ce que vous pensiez d'un Ngannou versus Brock Lesnar. Je pense que ce combat est loin d'être impossible si le retour de Brock Lesnar est toujours d'actu. Car si j'ai bien compris, Ngannou veut le titre avant la fin de l'année, et si Lesnar bat Cormier, il pourrait peut-être faire sa défense de titre en fin d'année, sauf si son retour c'est juste histoire de combattre pour de vrai et de prendre un gros choc pour ensuite retourner à la WWE. Sinon, continuez comme ça, les chaînes qui parlent d'actu sport, de combat se font rares, ça fait plaisir d'avoir des gars comme vous, merci beaucoup. Antoine, alors oui, effectivement, hein, le Lesnar qui avait sorti lors de l'UFC 226, j'ouvre les guillemets, Ngannou's a piece of shit, Ngannou's a piece of shit, je ferme les guillemets, donc Ngannou est une merde, hein, voilà. Est-ce que ça vous intéresserait ce genre de combat? Bah moi oui, ça m'intéresserait évidemment parce que moi j'aime bien voir Ngannou combattre. Et en plus là je pense que c'est un truc qui favoriserait plutôt Ngannou. Honnêtement c'est un match-up. Autant Lesnar, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment assez injustement et c'est un mec qui est dangereux pour beaucoup de poids lourds parce qu'en fait il a une physicalité et des aptitudes athlétiques qui sont telles que ça lui permet en fait de compenser certaines de ses lacunes, certaines de ses failles dans son jeu. Et notamment, par exemple, tu vois, typiquement contre Mark Hunt, bon, il y avait la lutte qui a joué, mais il y a aussi le fait que il faisait, je sais pas, 30 kilos de plus que Mark Hunt et que s'il voulait le mettre au sol, il le mettait au sol. Et puis voilà, tu vois, c'était comme ça. Mais là, en termes de physique pure et d'athlétisme, je pense qu'Ngannou est un cran au-dessus encore que Lesnar. Et Lesnar, il n'aime pas se faire frapper, tu vois. C'est un truc, il n'aime pas prendre les coups. Bon, il est résistant quand même, il a du cœur, parce que dans son combat contre Carwin, il avait été capable d'endurer un premier choc et un premier round assez dur pour lui, pour revenir finalement et s'imposer en second round. Mais ça, c'était il y a des années. Bon, je sais pas combien il y a de facile 10 piges, ouais, facile 10 ans. Donc voilà, donc moi je pense que c'est un match que j'aimerais bien voir parce que je pense que ça donnerait encore plus d'exposition à Ngannou. Et là, je suis relativement confiant pour Ngannou. Effectivement. Parce que oui, effectivement, on le dit aussi, hein, quand on avait fait notre podcast spécial sur Brock Lesnar, c'est un lutteur d'exception, mais c'est vrai qu'il n'a pas cette explosivité et cette mobilité surtout qu'un Miocic peut avoir. Et donc pour Francis, il n'y aurait pas cette espèce de risque de la personne qui peut finalement exploser pour réussir à vous mettre au sol.
Ouais. Et comme tu l'as dit très justement, hein, Francis est extrêmement fort, donc il aurait, et puis extrêmement fort et athlétique, donc il pourrait véritablement s'extraire de cette pression de Non, Brock mais Lesnar et réussir à l'allumer au au-delà de striking. ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça va me permettre d'aborder un point qui a tendance un peu à me gêner. Je ne vais pas dire m'énerver, mais me gêner un peu. C'est les gens qui disent ouais, Ngannou, de toute façon, il faut lutter avec lui, il n'est pas bon en lutte. Ouais. C'est faux. Ngannou, il est bon en lutte. En tout cas, pour En paralyser lutte défensive, ouais. en lutte défensive, il est très très bon. Si tu viens qu'avec ta lutte contre Ngannou, tu vas te faire allumer. Tu vois, enfin, Bah, genre la demandez à Luis Enrique, hein. Luis Enrique, Curtis Blade. Curtis Blade, c'est peut-être un des meilleurs lutteurs là actuels, on va dire dans la catégorie des lourds. Mais il a été incapable de mettre au sol et quand il mettait au sol Ngannou, Ngannou se relevait et c'était pas un problème. C'est pas la lutte de Stipe Miocic qui a battu Ngannou, c'est un jeu d'ensemble. Stipe Miocic, il a réussi à attirer Ngannou contre lui, avoir un bon jeu défensif avec ses mouvements de tête et sa boxe, un bon jab où il marquait le jab, il feintait le jab et en fait, il laissait jamais Ngannou dans la tranquillité, c'est-à-dire il faisait 3 feintes, Ngannou savait jamais quand est-ce qu'il fallait déclencher son contre parce que Ngannou, c'est un peu un contreur, mais le meilleur jeu contre les contreurs, c'est les feintes, parce que tu vas feinter, il va vouloir déclencher, mais finalement, tu ne seras pas là quand il va déclencher, et après, tu vas frapper vraiment, et il ne va pas voir venir le coup. Enfin, tout ce jeu de feinte, et finalement, pour attirer Ngannou à s'engager, pour là, dans un second temps, envoyer la lutte, bah, c'est ça qui marche contre Ngannou. C'est pas juste la lutte tout court, tu vois. Et Faut être donc, complet, parce ouais, que bah, sinon Francis il sait à quoi se préparer et il sait que finalement debout vous avez juste essayé de le mettre au sol et pour lui c'est piece of cake, surtout que comme tu disais justement, au-delà des Curtis Blade et Luis Enrique, à la base l'UFC ont quand même nourri Francis de ses lutteurs pour le tester, pour se dire bon on va peut-être finalement miser sur ce mec-là. non, c'est clair, c'est clair. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le jeu complet d'un Stipe Miocic. Et Brock Lesnar n'a pas ce jeu-là. Tu vois. Enfin, il a d'autres qualités, mais il n'a pas cette variété dans son arsenal. Donc moi, je reste confiant sur les capacités de Ngannou dans ce type de match-up. Question, super polydome, ça au complet comme à chaque fois. Thibaut Chevalier, bonjour mythique threesome des enfers. Oh Lord. Mais qui sont là, duo des enfers. Merci pour votre, puisque Rost, hein, on va le Ouais, dire, de désolidarisation de tous ces propos et de cette personne absolument ignoble ouais. qui Vous est attendez qu'il Rost. fasse amende honorable avant de l'accepter de nouveau. Exactement, les gens, tu sais, ils vont croire à un espèce de bif. Alors, merci pour votre travail, pour la décontraction qui l'accompagne. C'est un réel plaisir de vous suivre chaque semaine. Ma question porte sur un de vos fameux anglicismes. Qu'est-ce que vous appelez un chain wrestler? On l'avait déjà expliqué, je crois, mais bon. Merci pour votre réponse et continuez comme ça. C'est du miel pour vos éditeurs. Merci beaucoup, Thibaut. Ouais, donc alors chain wrestler, parce qu'il y a des... Enfin, c'est parti. Oui, bah, qui peut quand même assez facilement se traduire, Ouais, hein, mais alors je simplifie parce que bon, pour être tout à tout à fait. fait honnête, moi j'ai pas un background du tout de lutteur. Je regarde juste beaucoup, ça m'intéresse énormément. Et il y a plusieurs écoles de lutte évidemment, surtout en MMA parce qu'il faut pas confondre la lutte tout court et la lutte que tu exprimes en MMA. Et on va dire qu'on oppose généralement deux catégories enfin deux écoles de lutte, enfin deux façons de lutter, mais il y en a d'autres, hein, mais là on schématise, on fait simple, on fait très très simple. T'as ceux qui luttent par explosion, qui vont lutter en fait ils vont t'envoyer un énorme takedown, un double leg Ok. au milieu d'une combinaison ou en réaction contre toi. Typiquement, tu prends un mec comme Kevin Lee, c'est ce qu'il fait. Kevin Lee, oui, voilà, exactement. Kevin Lee ou même Georges Saint-Pierre hein, finalement. Georges Saint-Pierre, Oui, il a tout à fait. lutté en contre, mais c'était sur une Ouais. technique, une explosion et t'es au sol en fait. Timing, le Ouais, timing. timing, c'est là le timing et l'athlétisme, c'est ce qui compte le plus. Woodley aussi, par exemple, c'est un mec qui lutte beaucoup en explosion. À cette façon de lutter, il y a une autre façon de lutter qui est la lutte dite en enchaînement ou chain wrestling, où en fait, ce qui va être important, c'est de créer une accroche, un point d'accroche avec l'adversaire, que ce soit en clinch, que ce soit avec le underhook, c'est-à-dire les bras en dessous des bras de son adversaire, ou le single leg, c'est-à-dire tu vas tenir la jambe de ton adversaire avec tes deux bras, ou le high crotch grab, c'est-à-dire tu vas passer un de tes bras en dessous des jambes, enfin entre les jambes de ton adversaire pour ensuite, enfin, tu vois, c'est un point d'accroche. C'est super abstrait de dire ces choses-là, mais bon, regardez les techniques que je viens de citer, vous verrez, vous tapez sur Google Images et vous verrez. Et Oui, de toute façon, c'est assez imagé, donc c'est vrai que chaque fois que vous regarderez des combats, vous arriverez très rapidement à vous dire
Ah, ça, c'est du chain wrestling, et là, c'est plutôt en C'est explosion. ça. Et en fait, le chain wrestling, c'est que tu vas tenter par plusieurs techniques. C'est-à-dire, tu vas tenter une première technique et tu vas miser sur la réaction de ton adversaire pour ensuite aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, tu vas tirer pour aller à gauche, l'adversaire va essayer de se stabiliser et finalement, tu vas aller dans l'autre sens pour l'amener au sol. Ou alors, tu vas faire un leg trip, c'est-à-dire un balayage ou un crochet extérieur ou intérieur. Enfin, tu varies sur une, deux, trois, quatre techniques pour les meilleurs lutteurs en enchaînement. Et en fait, tu vas miser vraiment sur déséquilibrer ouais, voilà, ton adversaire sur plusieurs techniques et tu vas construire en fait ton amener au sol. C'est pas un truc immédiat en une technique, c'est une construction de plusieurs techniques. D'où le nom lutte en enchaînement. Tu vas faire un enchaînement de projections pour amener au sol, quoi. Et qui a la Ouais. spécialité de Team Eke, donc les Ken Velasquez, les Danekorn, mais surtout le champion lightweight actuel, Habib Et, Nurmagomedov. Islam Makhachev aussi, du Et coup. Islam Makhachev, voilà, exactement. Donc voilà, vous avez un petit panel. J'espère que cette réponse vous convient, mais c'est vrai que on dit assez. Enfin, on fait pas mal d'anglicisme, c'est vrai, mais c'est comme c'est extrêmement compliqué, c'est même pas. Et c'est vrai que de temps en temps, ça peut paraître un petit peu hautain de notre part, mais c'est pas du tout parce qu'on veut se la jouer personne bilingue, hein. C'est juste que tous les commentateurs et tous les observateurs autres qu'en France, parce qu'en France, il n'y a pas non plus des masses pour être honnête, hein, de personnes qui parlent de MMA ou de personnalités que nous suivons. Et donc à chaque fois, quand on lit des choses en anglais, qu'on écoute anglais, bah, c'est les seuls mots qu'on a, par exemple chain Ouais. wrestling ou ouais, Non, mais ouais, mais en plus, le vocabulaire sportif des sports de exactement, combat, oui, tout à généralement, fait. il est anglais. C'est-à-dire, même en boxe, tu es rapidement paralysé. Tu vois, de dire un jab, un cross, c'est pareil, c'est des Tout à fait. anglicismes. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Toutes nos excuses, surtout à nos chers amis du Québec. Alors, question de Maxime, mon cher Polydomso, qui va te passionner. Retour de Nate Diaz. Salut la team. Tout d'abord, bravo, vous êtes géniaux, super analyse, super productivité. Ma question, je suis super fan de Nate Diaz. Pensez-vous que ce combattant 100% straight edge reviendra un jour à l'UFC? Continuez, je vous adore. Merci beaucoup, Maxime. J'espère, moi, de tout cœur, vraiment qu'il va revenir Nate Diaz parce qu'il manque. On en parlait, hein, l'attitude des frères Diaz manque. C'est vraiment des gars qui ne se font pour le coup pas marcher dessus. Comme tu l'avais dit, Polydomso, et que tu le dis à chaque fois, on sait ce qu'ils apportent sur la table. C'est certes pas les meilleurs mondiaux. On sait aujourd'hui maintenant comment les battre, mais avec des match-ups sympathiques. Ils font le show avant le combat, pendant et après. Et c'est vrai que avec des adversaires assez sympathiques, par exemple là, un Ned Diaz, Justin Gaethje, enfin ce genre d'adversaire, moi c'est quelque chose qui, ou même Ned Diaz, Dustin Poirier qui devait être prévu pour l'UFC à New York. Voilà, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de revoir Ned Diaz et enfin et même son grand frère Nick. Le problème, c'est qu'ils ont de l'argent et l'UFC ne veut pas les payer suffisamment. Donc, tant qu'il y aura ce problème entre un mec qui demande de l'argent et la personne qui doit le payer, qui n'est pas prête à donner cet argent-là, bah, on est un petit peu coincé. Bah, c'est ça le problème. C'est que le problème des Diaz, c'est que maintenant, ils sont en position de négocier. Et bah, comme c'est des gens, comme tu l'as dit, qui se laissent pas marcher dessus dans l'octogone, ils se laissent pas marcher dessus non plus hors de l'octogone. Et ouais, voilà quoi. Moi, je pense qu'on les reverra pas. Honnêtement, en tout cas, Nick, je suis quasi certain qu'on le reverra pas. Nate, peut-être pour un combat ou peut-être deux, mais je suis pas certain. C'est malheureux parce qu'effectivement, ils ont un style qui est tellement particulier, c'est tellement spécifique. Enfin, personne ne combat comme les Diaz, quoi. C'est leur façon de combattre Ouais. et c'est très intéressant de voir ça dans l'octogone. On se fait jamais chier dans un combat de frères Diaz. Ils arrivent à amener un sens du spectacle et puis ouais, puis bon, leur personnalité, elle est cool. Enfin, je trouve ça regrettable, mais en même temps, je me dis, c'est regrettable pour nous, spectateurs, mais s'ils sont plus obligés de devoir mettre leur santé en jeu, et en plus pour pas cher, bah, je suis content pour eux, quelque part. Si, c'est quand même bon signe, s'ils refusent de combattre, c'est qu'ils ont les moyens de refuser de combattre, et donc du coup, donc voilà, je suis content pour eux s'ils en sont arrivés à ce stade-là, parce qu'ils ont quand même une longue carrière tous les deux. Exactement. Nate Diaz, pareil, c'est un mec qui a commencé genre à 17-18 ans, ou je sais Oui, pas. les deux, bah même, ouais, et Nate, la même. Enfin, Nate, c'était des combats amateurs d'espèces Ouais, de à guerre. main nue, là, ouais, non, c'était un truc de malade. Mais moi il y a des combats que j'aurais rêvé voir, hein. Par exemple, Roré Masvidal contre Mais Nick Diaz. oui, et c'est ce que j'allais dire, c'est que le problème en plus, c'est pour ça que je suis d'autant plus triste, c'est que l'UFC fait ces match-up-là. Quand on dit des adversaires abordables, bah, le Dustin Poirier, Nate Diaz et le Jorge Masvidal, Nick Diaz, c'est à chaque fois des match-ups qui sont abordables pour eux et où on sait que dans la cage, ça aurait été magnifique. Mais à chaque fois, ces combats étaient prévus et finalement, ça ne s'est pas fait.
Dommage pour l'instant. Dommage. En tout cas, affaire à suivre. C'est vrai qu'ils ont le bif, les frères. Ils ont le bif. Alors, question maintenant, on va passer aux questions Instagram. Quelques petites questions, hein, mon cher Polydomson. Ensuite, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Petite annonce quand même. Petite annonce pour ceux qui regardent le podcast depuis maintenant 50 minutes. La semaine prochaine, IRL, in real life, ladies and gentlemen, le threesome de l'enfer, parce que oui, ça y est, Rust, Aura, finalement, il va pouvoir payer sa caution auprès du CSA, donc on va pouvoir ressortir des enfers, et on va être réunis. Donc là, n'hésitez pas à envoyer les questions. Si vous voulez qu'on fasse des sujets globaux sur on ne sait quelle telle ou telle question, allez-y. On va faire feu au niveau du contenu. Alors, question donc de GBTiti11 sur Instagram. Alors, j'ai une nouvelle question, mais avant, je vais vous poser le contexte. Oula, alors là, attention. Je m'intéresse vraiment au MMA depuis Cormier contre Miocic. Et je regardais juste quelques highlights avant, et en fait, je n'arrive pas vraiment à comparer les combattants d'avant au MMA actuel, particulièrement heavyweight. Par exemple, je ne sais pas quoi penser de Lesnar, Fedor, Overeem, Dan Henderson, les combattants d'avant, pauvre Overeem qui combat toujours. Ouais. Est-ce que vous pourriez comparer les combattants heavyweight actuels et les anciens au top de leur forme? Et merci, car c'est grâce à votre chaîne que je m'intéresse de plus en plus au MMA. Ah, ça fait plaisir. Franchement, Ça fait le plaisir, hein. genre de réaction qu'on veut avoir. On veut intéresser les gens. C'est exactement ça. Ça fait plaisir. Bah oui, en Le poids sport en lourd. général, même, hein, grosso modo. Ouais, Hein. Là, je pense que ça s'applique à toutes les catégories. Non, après, non, moi je pense qu'il a raison de poser en poids lourd parce que je pense que c'est la catégorie qui a le moins évolué finalement. Parce que tu regardes en revanche en welterweight ou en lightweight, tu compares les lightweight d'aujourd'hui aux lightweight d'il y a 10 ans, il y a un énorme décalage en termes de niveau et de maîtrise. Bon, tu peux. Alors, encore une fois, on va se prendre des commentaires de mecs qui vont nous dire ouais, mais BJ Penn jeune et tout. C'est vrai, il y avait des mecs excellents il y a 10 ans, mais en moyenne, j'entends. En moyenne. C'était moins dense, les gens étaient moins complets. Il y avait plus ce style. On en avait parlé, je crois, il y a quelques temps, quand on parlait des spécialisations des différents combattants. Et c'est vrai qu'à part la lutte, qui aujourd'hui reste vraiment le moyen de dicter le combat, on pouvait être un spécialiste pur du karaté ou boxeur pur. Enfin, vraiment boxeur ou boxeur-lutteur et être au top. Ouais, non, c'est vrai. Mais non, et puis même au niveau de la compétition, c'était moindre. Il n'y avait pas un top 10 lightweight comme il y en a un aujourd'hui, tu vois. Après, en poids lourd, moi, je pense que la catégorie, le sport n'a pas réellement beaucoup évolué. Il y a des athlètes qui sont quand même beaucoup plus impressionnants qu'avant. Tu vois des Ngannou, même des Lesnar, parce qu'il a évoqué Lesnar dans les combattants d'avant. Lesnar, c'était déjà un combattant de la nouvelle génération. En fait, il a eu une carrière assez courte, mais elle se poursuit, mais très très rapide. En fait, il a eu une montée assez rapide. Je pense que c'est ça la principale différence, parce que c'est vrai que quand tu regardes, même au Pride, les Nogueira ou Crocop, pourtant ils sont très musclés tout ça, mais c'est pas le même gabarit que les combattants, on va dire d'aujourd'hui actuels. Après, en termes de technique, je sais pas, encore une fois, comparer comme ça, c'est difficile parce que c'est très abstrait. Je pense qu'il y a des combattants qui auraient largement leur place dans le top 10 actuel de l'UFC. Ça, c'est certain. Je pense qu'un Fedor, on avait déjà évoqué un Fedor ou même un Nogueira, Minotauro Nogueira de l'époque Pride, vraiment quand il était vraiment à son top. Je pense qu'aujourd'hui, il serait très très bon. C'est difficile. En fait, comme question, c'est vraiment difficile parce que. On peut dire que j'ai envie de dire que c'est vrai que pour les heavyweights, c'est compliqué parce que plus que dans les autres catégories de poids, il y a quand même cette énorme question de poids finalement qui joue, qui fait qu'un Francis Ngannou peut briller avec le faible background, on peut dire, qu'il a en MMA, alors que dans toutes les autres catégories, il y a quand même cette notion il faut quand même être suffisamment complet. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que plus on avance, plus on a des véritables athlètes dans cette catégorie. Parce que tu vois, même un Junior Dos Santos, je le mets dans les combattants actuels qui, eux, sont vraiment de purs athlètes. Tu vois, tu peux pas être quelqu'un du type Roy Nelson, ou même, tu vois, même Dan Henderson. Je pense que Dan Henderson, dans son prime aujourd'hui, serait toujours très bon. Ouais. En fait, voilà, mais c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question parce que je me dis jusqu'à quel point finalement, et c'est une question qu'on se pose à chaque fois quand tu vois, tu as un combattant qui rencontre un mec comme Derrick Lewis ou comme, tu vois, genre, jusqu'à quel point ta technique, elle peut finalement surpasser un différentiel physique qui est tel finalement, parce que quand tu vois un mec comme Derrick Lewis, il suffit juste qu'il te touche une fois
et c'est terminé, tu vois. Pourtant, il est beaucoup moins complet. Si tu me dis après, si tu me demandes en termes de technique, de comparer en termes de technique les combattants d'avant aux combattants d'aujourd'hui, je pense que la technique n'a pas réellement évolué en poids lourd. Il y a même des combattants qui sont plus complets qu'avant. Je pense que par exemple Fedor, le jeu qu'il avait quand il a rencontré Mirko Cro Cop ou Nogueira, bah, ça vaut au moins une place de top 3, tu vois. Je pense peut-être. Tu vois, ça se dispute avec Daniel Cormier, Stipe Miocic, mais j'ai même presque envie de dire qu'avant les gens étaient surtout en heavyweight. Il y avait peut-être techniquement, ils étaient peut-être moins complets, mais beaucoup plus pointus sur certaines disciplines par rapport à aujourd'hui. Je suis assez d'accord. Et c'est vrai que je dis ça, mais tu vois, par exemple, tu avais déjà des monstres dans les catégories heavyweight. Tu avais par exemple Bob Sapp. Non, je pensais. Monstre physique, monstre physique. Et c'est vrai que par exemple Nogueira, il avait battu Bob Sapp. Alors Bob Sapp, les gens rigolent aujourd'hui parce qu'évidemment il a une carrière qui est un peu spéciale. Mais à l'époque où il a rencontré Nogueira, bah, il faisait flipper le Bob Sapp. Hein. Il faisait flipper parce qu'il était invaincu, je crois. Il avait battu 2 fois Ernesto Hoost en kickboxing. Et bah, personne voulait le combattre. Et Verdum, il a failli mourir dans ce combat, vraiment, on peut le dire. Bah, il se prend une espèce de tombstone kill driver pendant le combat. Regardez le combat, il est super intéressant. C'est très très drôle, c'est très funky comme combat. Donc voilà, je pense que on peut, s'il y a une catégorie, on peut faire la comparaison, c'est vraiment la catégorie des lourds. Et il y aurait, ce serait disputé, on va dire. Je dirais, si on peut faire une conclusion, je pense que si tu prends un Fedor ou même peut-être pas Fedor, prends Alexander Emelianenko, son frère. Tu le catapultes dans la catégorie poids lourd aujourd'hui. Je suis persuadé qu'il est top 10. Moi, ça, exactement. Je te mets mon billet. D'accord. Et toutes les autres catégories, par contre, hein, vous verrez. Aujourd'hui, il faut être complet. Être un expert dans une discipline ne suffit plus pour être. Vous pouvez être un top 10 en ayant une spécialisation. Par exemple, vous regardez un Demian Maia, voilà, vous pouvez être un top 10, mais il faut obligatoirement être complet pour être champion. Et c'est ce que vous voyez quand il y a tous les combattants, parce qu'on a beau dire, ok, oui, les lutteurs dominent parce que, comme le dit Polydomso, c'est skip. Ça permet de dicter le combat, mais c'est lutteur avec d'autres disciplines autour. Ouais, voilà. C'est pas que lutteur. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, par exemple, il y a 10 ans ou 11 ans, bah, le mec qui était genre 3e ou 4e mondial en lightweight, c'était Shinya Aoki. Et Shinya Aoki, c'est un très bon mec en jiu-jitsu brésilien, mais il a que ça, quoi. Il a que ça. Et aujourd'hui, un profil comme Shinya Aoki, c'est impossible qu'il soit dans le top 10. Tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Shinya Aoki, tu vois. Alors que tu vois, bah, tu prends par exemple, il y a 10 ans, un mec qui était dans le top 10 en poids lourd, typiquement Mirko Cro Cop, jeune, c'est vraiment dans son prime, tu le places aujourd'hui dans les poids lourds, bah, il pourrait être dans le top 10, tu vois, ça c'est clair. Exactement. Bon, affaire à suivre également. Alors, dernière question sera la dernière question, mon cher Podomso, parce que bon, on s'approche de l'heure, hein, quand même. Ouais, donc, quand même, on a quelque chose à faire de notre dimanche. Hein. Alors, question de Marwan94. Bonjour la sueur, avec la défaite de Max Holloway qui va donc logiquement retourner en plume, quel adversaire serait un bon contender si Volkanovski perd? Car là, je ne vois que lui. Bah, Coco, quand même, Volkanovski a quand même Brian Ortega, il y a José Aldo, et puis il y a notre ami aussi Zabit Magomed Sharipov. Donc pour moi, ils sont tous, il y a 4 mecs, ces 4 mecs-là, ils sont à une victoire d'être dignes de Max Holloway. Ouais, et puis même, bon, il y a d'autres combats, bon, c'est pas en termes de mérite, c'est peut-être pas le cas, mais pour un mec comme Frankie Edgar, il a pas combattu Holloway. Bon, moi j'aimerais bien, honnêtement, je suis vraiment partagé parce que j'adore José Aldo. C'est peut-être un de mes combattants préférés, mais j'aimerais bien. Ne le tuez pas. Non, mais j'aimerais bien que Volkanovski gagne parce que là, José Aldo, il est en train de nettoyer la catégorie pour Holloway, tu vois. Et j'aimerais bien que Volkanovski ait sa chance contre Holloway parce que je trouve que Volkanovski, il est assez intéressant et bah, c'est du renouveau, quoi. Ça apporte un peu un vent frais dans la catégorie. Bon, de toute façon, c'est pas grave si José Aldo tue Volkanovski. Il y aura quand même Magomed Sharipov, il y a Moïcano qui, même s'il a perdu contre Aldo, est quand même très très bon. C'est une catégorie qui est assez intéressante. Hein. Il y a beaucoup de mecs excellents. Donc je m'en fais pas. J'espère voir Zabit, moi. Le match-up José Aldo, Max Holloway et Zabit. Si Zabit, tu vois, ils lui mettent un adversaire entre-temps et qui confirme contre cet adversaire-là, Zabit, Holloway, c'est vraiment le combat que j'ai envie de voir. Parce que tous les autres, tu auras quand même un petit peu ce côté. Finalement, il faut trouver un combattant pour Holloway. Donc on le jette en pâture. Parce que Volkanovski, pareil, je ne suis toujours pas convaincu
Le combat contre Mendes, ok, il a gagné, mais plusieurs fois, il s'est quand même fait toucher assez durement. Et ça me fait extrêmement peur. Et puis là, comme tu le dis, José Aldo en 3 rounds, ça me paraît très, très compliqué. Il est dur à battre, José Aldo, en 3 rounds. Vraiment, il est vraiment dur. Donc là, bon, effectivement, en plus, Zabit commence à avoir une bonne hype derrière lui. Ouais. Donc, il y aura de l'enjeu derrière. Moi, je me fais pas trop de soucis pour Holloway, même si j'aimerais bien qu'il reste en fait en léger. Moi, je trouve qu'il aurait sa Même place en chose. léger. Faut qu'il persiste. Et ça, je pense pas que la défaite contre Poirier soit une défaite qui, on va dire, retire toutes ses chances à Holloway dans cette catégorie. C'est juste qu'à mon avis, Holloway n'était pas assez préparé pour faire face à Poirier dans ces conditions-là, en fait. Je pense que si tu laisses un peu plus de temps à Holloway pour faire sa transition, pour gagner un peu plus de poids, et par poids, on n'entend pas juste les kilos, on veut dire puissance musculaire quand même, tout ça, bah, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose de très intéressant en lightweight. Après, si forcément on lui dit maintenant retourne en featherweight, bah, il y aura quand même des combats intéressants pour lui. Après oui, non, puis même au niveau santé, là, je pense que le weight cutting du retour en featherweight va être très compliqué pour lui si jamais ça se fait. Donc après, et le problème, c'est quand même que Dana White a annoncé qu'il voulait voir Max Holloway de retour en featherweight. Ouais. Donc généralement, quand Dana White dit quelque chose, surtout à ce niveau-là, ça se produit. Mais bon, je pense aussi que l'UFC va aussi faire quelques petits calculs économiques et se dire aujourd'hui, il n'y a aucun adversaire potentiel pour Max Holloway. Enfin, si on veut faire en sorte que la catégorie vive un petit peu et qu'on ne se retrouve pas dans une situation similaire à ce qu'il y avait en flyweight avant le départ de Demetrius Johnson. Donc on peut espérer, comme tu le dis, que Max Holloway reste, gagne du poids et ça y est, qu'il y ait un petit peu plus de suspense. Chapeau et Domso, ma foi, je pense que c'était un épisode complet. Bien rempli, bien rempli. Bien rempli, bien rempli. Allez, à la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser des questions au contact@lassueur.com, donc par mail, et @lassueur sur Instagram. Au revoir mon cher Polydomso, à la semaine prochaine. Vivement dimanche.